Oui, merci Paul. Peut-on tout dire aujourd'hui sur le climat à l'approche du grand sommet, la COP 21, qui va se tenir dans quelques semaines à Paris? On pose cette question ce soir. Peut-on débattre de tout, y compris du réchauffement climatique? Et puis d'une manière générale, y a-t-il une forme de consensus mou sur ce sujet qui bride toute discussion? C'est ce qu'on va voir ce soir avec nos invités. Philippe Verdier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste spécialiste en météo et auteur d'un livre au centre de beaucoup d'attention, Climat, investigation chez Ring Éditions. Avec nous également ce soir, Daniel Simonet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, porte-parole du Parti de gauche. Vous militez aussi pour un vrai et grand projet écologique. Pierre Rada nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert des questions énergétiques et écologiques, président de l'association 4D, qui contribue, je le précise, à faire davantage connaître tous les enjeux du développement durable. Michel Hervois, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes éditorialiste à Ouest France et vous publiez un magnifique hors-série intitulé Climat, il est temps d'agir. Le voici, on aura l'occasion tout à l'heure de feuilleter et de voir des images et des photographies très intéressantes et frappantes également. Alors, madame, messieurs, c'est la question. Peut-on tout dire aujourd'hui sur le climat? Philippe Verdier, le moins qu'on puisse dire, c'est que votre livre, il suscite le débat et crée parfois la polémique. La question est simple. Est-ce qu'on peut débattre de tout sur ce sujet aujourd'hui? C'est ce que j'ai essayé de faire à travers cette enquête Climat Investigation, de lever un certain nombre de tabous, un certain nombre de verrous pour sortir du discours unique qui est porté par les Nations Unies et par les protagonistes de la future conférence qui aura lieu à Paris, la COP 21. Le résultat, il est que depuis 20 ans, il y a ces conférences annuelles que dans le livre, j'assimile à des sortes d'assemblées de copropriété. C'est pas à travers ces conférences qu'il s'est passé quelque chose de flagrant. La seule chose qui se soit passée, c'est un protocole à Kyoto qui n'a pas été totalement respecté, qui a même été dénoncé par certains pays. Le résultat est qu'il y a eu plus d'émissions de gaz à effet de serre durant ce protocole de Kyoto, en dehors de certains pays d'Europe. Mais globalement, ça n'a pas apporté de solution importante. Là, il y a un bruit énorme qui est fait autour du climat. C'est une très très bonne chose qu'on en parle. Ce que je dénonce à travers cette enquête, à travers tous ces résultats, c'est qu'on en parlait très très peu il y a un an ou deux du climat. Il est fort probable qu'on en parle beaucoup moins, et ça c'est très dommage, d'ici quelques mois, voire l'année prochaine. Il y a vraiment une assimilation du climat, on en fait grand bruit parce qu'il y a un rendez-vous politique. Le changement climatique n'est pas foncièrement plus important qu'il y a un an ou que l'année prochaine. Il continue. Pierre Adan, vous êtes d'accord avec le constat de Philippe Verdier? Non. Pourquoi? Non, parce que, bon, mélangeons pas deux choses. Le début de votre question, c'est la réalité du phénomène physique du changement climatique. C'est un sujet, il faut qu'on en discute. Puis vous avez un deuxième sujet derrière, c'est qu'il faut que l'ensemble des pays de la planète changent leur mode de développement. Et ça, bien évidemment, c'est relativement difficile. Alors, si des pays comme l'Union européenne a réduit ses émissions, et en 2020, par rapport à 1990, on aura quand même réduit nos émissions de plus de 20%, c'est quand même pas mal. On va revenir sur le sujet de fond, très important. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Philippe Verdier? Écoutez, la question du changement climatique a quand même été scientifiquement extrêmement établie. Alors, probablement qu'il faut clarifier un point, et souvent le débat médiatique ne permet pas de le faire. Ce n'est pas un débat pour ou contre l'existence du changement climatique. Cette question-là n'a pas de sens. La science du climat est quand même une science jeune. Donc elle a inévitablement énormément de progrès à faire. Et surtout, ce que je voudrais pointer vis-à-vis de vous, c'est que la controverse a toujours été dans l'histoire le moteur des sciences. Si vous n'avez pas de controverse, vous êtes dans le dogme. Vous êtes franchement, mais non, on n'est pas dans le dogme. Est-ce qu'il y a un vrai débat? Est-ce qu'il y a pas bien un sûr consensus mou aujourd'hui sur ce sujet? Mais bien sûr, mais écoutez, chaque fois qu'il y a des scientifiques qui disent sur le climat, tenez, il y a tel et tel phénomène qu'on explique mal, derrière, on fait des recherches. Et donc, de rapport scientifique en rapport scientifique, on progresse. Donc, je dirais, encore une fois, la critique est nécessaire à l'avancée des sciences. Alors, d'où ma question de Daniel Simonet. Je vais être plus précise, puisque vous me dites que la critique est nécessaire. Est-ce qu'il y a une forme, non pas de rejet, mais il est vrai qu'on invite moins sur les plateaux ce qu'on appelle les climato-sceptiques, ou en tous les cas, ceux et celles qui veulent débattre du sujet? Oui, mais peut-être parce que tout simplement, maintenant, c'est démontré. Les scientifiques ont quand même démontré le réchauffement climatique. Donc, vous pouvez faire un débat. Il n'y a plus rien à dire. Vous pouvez faire un débat. Non, il y a énormément de choses à dire. Mais vous pouvez faire un débat, par exemple, sur les dangers du tabac. Si quelqu'un sort un livre pour dire que le tabac, c'est super et c'est bon pour la santé, bon, je ne suis pas sûre qu'il fera tous les plateaux télé parce que, bon, quand même, on se dirait
À quoi cela sert? Enfin, je remarque que vous faites ce débat-là, néanmoins, sur le climat, grâce à cette controverse. Mais je pense qu'il y a plein d'autres controverses fort pertinentes, sans aller jusqu'à ces travaux qui me semblent complètement lunaires. Par contre, il y a un réchauffement climatique qui est démontré et autour duquel, je trouve au contraire qu'on ne parle pas assez. Parce que certes, il y a la COP 21, donc on se met à en parler, mais pas suffisamment. Mais surtout, on voit bien que les vraies questions des causes qui amènent à ce réchauffement climatique ne sont pas suffisamment traitées. On est sur un texte de négociation en ce moment sur la COP 21. Vous vous rendez compte que dans ce texte, on ne parle pas des énergies fossiles. C'est comme si vous faisiez une conférence internationale sur la cirrhose et que le mot alcool n'était pas dedans. Donc là, on voit bien toute l'hypocrisie des États et aussi des lobbying. On va insister qui sur sont ces points. Mais derrière. pardonnez-moi, pourquoi vous dites des travaux lunaires, Philippe Verdier? Pourquoi? C'est vous qui avez employé le mot, Daniel Simonet. Pourquoi travaux lunaires? Mais parce que On a le droit de poser les remettre questions. en cause le réchauffement climatique C'est pas le et cas. son impact, C'est pas le cas de mon enquête. remettre en cause son impact néfaste sur pas le cas de mon sur notre écosystème et la capacité même de notre humanité à rester vivante dans cet écosystème. Oui, excusez-moi, je ne partage pas du tout Ce n'est pas mon ces travail. analyses-là. Dans votre travail, à un moment donné, vous estimez que, par exemple, il faut mieux se préoccuper de la question de la démographie que de la question du C'est mode de pas moi développement. qui le dis, madame, c'est le en tant que GIEC. tel. Et je ne suis pas du GIEC, tout d'accord avec cela. Le GIEC, dans ses rapports, attribue l'origine du réchauffement climatique à l'homme. Je cite le GIEC dans tous ses rapports, il Mais dit... pas la démographie, pas Attendez, la question madame, des- la question des effectifs. relisez les rapports du GIEC et écoutez-moi 2 secondes. Il donne 2 raisons au rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. 1, les émissions de gaz à effet de serre. Oui. 2, l'explosion démographique. C'est dans tous les rapports du GIEC. Ça ne sera pas évoqué à la conférence de Paris parce que c'est tabou. On ne va pas dire à l'Inde ou au Nigeria, vous faites exploser les compteurs, ça va contribuer au réchauffement. On ne peut pas continuer comme ça. C'est tabou. Sauf que vous savez c'est pas moi qui dis, c'est le pertinemment que GIEC. même avec une réduction démographique, si on prenait vos travaux, C'est pas mes travaux, c'est le GIEC, vos madame. analyses et vos conclusions, Je il y aurait rapporte sans des doute rapports, je n'ai fait aucun travaux. un certain ralentissement, mais que le vrai problème, c'est le mode de développement dans lequel nous sommes. C'est le mode de développement capitaliste, productiviste, qui surexploite nos ressources naturelles, surexploite les énergies fossiles, sont dans une logique complètement folle d'émissions de gaz à effet de serre qui nous mettent en danger. C'est une partie du problème. Mais pas l'essentiel pour vous. Pas la Forcément totalité. l'essentiel, puisqu'il y a Ouais. beaucoup, c'est vraiment hétérogène. Michel Leroy, le climat, c'est l'un des sujets qui revient le plus souvent dans les discours, aujourd'hui notamment des responsables politiques à l'approche de la COP 21. Le climat est partout, mais est-ce, et c'est ma question, un sujet de débat, de confrontation, et donc c'est l'essentiel d'émulation? Il me semble qu'il y a moins de confrontations aujourd'hui qu'il y en a eu il y a quelques années, c'est-à-dire que les doutes sur la réalité scientifique des perturbations climatiques liées au réchauffement sont à peu près levés, mais il y a encore des interrogations. Je regardais les réseaux sociaux avant votre émission, la seule annonce de l'émission suscite des interrogations. Effectivement, on a beaucoup de réactions. Il y en a beaucoup. Donc il n'est pas répondu à tout. Ce qui est formidable dans ce genre d'initiative, la COP 21, c'est que ça crée un événement qui est l'occasion d'efforts d'explication, d'efforts de pédagogie, d'efforts de mobilisation, parce qu'on voit bien qu'il y a des freins. Et les freins, ils sont de toute nature. Je veux dire, il y a une tendance naturelle chez l'homme à se dire ça va s'arranger, ça a été plus chaud autrefois, ou il faisait froid ce matin, enfin je veux dire un peu n'importe quoi. Mais il y a une volonté de se rassurer et de se dire que la planète n'est pas en péril. Donc on trouve plein d'arguments. Et il y a des difficultés objectives. On est sur du long terme, il faut agir tout de suite. C'est pas facile, ça. Ça coûte tout de suite, ça rapporte pas tout de suite. C'est pas visible de ma fenêtre, sauf si j'habite à Pékin ou à Shanghai, mais c'est visible par satellite. Donc, il y a entre mon environnement proche et la survie de la planète, il y a un chemin pédagogique qu'il faut parcourir et qui est sans arrêt à reparcourir. Et tout un ensemble d'obstacles de cette nature-là qu'on va retrouver aussi quand il y a des difficultés économiques, la crainte que ça coûte va devenir D'où la un argument nécessité d'un grand discours d'explication, de pédagogie. Pierre Alain, est-ce qu'il y a ce discours aujourd'hui porté, disons, ou par un responsable politique, le chef de l'État, ou par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une personnalité aujourd'hui dont les propos seraient relativement indiscutables d'un niveau scientifique et qui a cette portée, ce leadership sur cette question?
Non, mais des scientifiques, des gens qui s'expriment sur le sujet, des gens comme Al Gore ou des responsables. Il n'est pas français, hein, moi je parle. Non, mais vous avez plein de gens. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est plus une difficulté des formats médiatiques. C'est-à-dire que cette affaire-là et le recul... C'est pas un peu facile, ça, de refaire toujours la faute sur les mêmes? Mais non, c'est pas un problème de même. C'est un problème de durée, c'est un problème de temps. Vous avez aujourd'hui, dans la société française et notamment dans les médias, pour revenir sur eux, un recul quand même de l'éducation scientifique. Et si vous voulez, il y a là une vraie difficulté. Entre le jour le plus froid de l'hiver et le jour le plus chaud de l'été, vous avez 60 degrés d'écart. Et on nous explique en même temps que 1 degré, 2 degrés de changement climatique, c'est quelque chose d'essentiel. Bon, il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, que ce qui nous sépare de l'ère glaciaire, ça n'est que 6 degrés. Et l'ère glaciaire, c'est 1 kilomètre de glace sur les îles britanniques. Vous êtes ici à Paris au milieu d'une toundra, en compagnie de mammouths laineux, et l'océan est 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, la planète est quand même légèrement retapissée. Donc, on a une vraie difficulté psychologique à comprendre la variabilité quotidienne, saisonnière du temps, et en même temps que c'est très très sensible à des variations. Vous avez raison de nous rappeler tout cela. Si on laisse filer, on encourt dans la vie d'un enfant qui est déjà né un changement climatique équivalent en ampleur à la sortie de l'ère glaciaire. Ça vous donne la mesure de l'ampleur du sujet. Vous avez beaucoup de réactions, Daniel Simonier, je vous fais réagir, dont certains qui nous disent, mais est-ce que les rapports du GIEC sont la Bible sur le sujet? Est-ce qu'on peut quand même les discuter? Est-ce qu'on peut poser les questions et s'inspirer des travaux de Philippe Verdier? Mais il faut discuter de tout, bien évidemment. Mais il y a déjà, les travaux du GIEC, ce sont déjà des confrontations entre des centaines et des centaines de chercheurs. Donc c'est déjà une synthèse entre voilà, toutes les recherches qui sont produites par des disciplines, mais pas du tout, par des disciplines très différentes. Par contre... Chaque virgule fait l'objet d'un consensus dans ces rapports. Vous êtes qui commande ces rapports? Par qui sont payés? On peut poser la question. Alors justement, les chercheurs... C'est verrouillé et en même temps dire c'est débattu. C'est débattu avec les scientifiques. Qui édite ces rapports? Qui les contrôle? Ce sont les gouvernements. Non, c'est pas vrai. Les chercheurs du GIEC... Vous n'avez jamais assisté à aucune réunion du GIEC, hein, ça se voit. Les chercheurs du GIEC, les chercheurs du GIEC, pour faire leur synthèse des travaux de recherche à l'instant T, eh bien, ils ne sont pas rémunérés pour ce faire. Hein. Donc déjà, première chose, vous dites une erreur à ce sujet. Et ensuite, il faut savoir que on a plus de 2000 scientifiques qui sont formés aux spécialités climatologie, météorologistes, économistes. Donc on est vraiment sur l'état des recherches à un instant T, sur une période. Donc évidemment qu'il faut débattre de tout. Mais moi, je suis pour les esprits éclairés. Je suis pour les esprits éclairés. Voilà. D'accord. Enfin, il y a quand même des glaciers qui fondent, il y a le niveau de la mer qui monte. On constate. Philippe Verdier est totalement d'accord. Bien sûr, mais il y a des erreurs aussi. Regardez ce que les rapports du GIEC ont prévu pour la France. En termes de régime de pluie, en termes d'enneigement en montagne, ce qu'on disait il y a 10 ans, ça fait quand même 20 ans que ces rapports existent. Il y a eu des choses qui ne se sont pas vérifiées, même pour cette décennie dans laquelle nous sommes. Il y a eu des erreurs. À un moment donné, le GIEC peut aussi dire « j'ai pas été très très bon là-dessus ». On le fait en météo, ça manque d'une humilité totale. Le GIEC est d'une prétention totale à l'égard de scientifiques qui ont des rapports différents, qui contrôlent les choses. Vous avez l'air très doué en humilité, vous, on dirait. Oh non. Écoutez, comment dire que le rapport du GIEC serait finalement un tissu de choses à remettre en cause? C'est pas ce que je dis. D'accord. Il peut y avoir des erreurs, on peut l'admettre aussi, non? Ah oui, mais qu'il puisse y avoir à un moment donné des zones d'incertitude, qu'il y ait des zones d'incertitude dans les travaux à l'heure actuelle sur le réchauffement climatique, oui. Mais par contre, il y a une certitude, c'est que nous sommes engagés terriblement dans ce réchauffement climatique. Pourquoi il y a autant de crispation autour de ce sujet? Pourquoi il y a autant de crispation? Reconnaissez que c'est quand même difficile d'en débattre. Hein. Non, c'est pas difficile du tout d'en débattre. Non, si vous voulez, vous avez des phénomènes de long terme qui sont clairs et qui sont prédictibles. En même temps, alors je ne parlerai pas de mot incertitude, vous avez des éléments de variabilité.
Par exemple, d'une manière générale, on pense que la zone méditerranéenne va devenir plus sèche. Regardez, avec le réchauffement de la surface de la Méditerranée, les départements du sud de la France n'ont jamais eu autant de paquets d'eau que ce qu'ils reçoivent en ce moment. Donc, si vous voulez, et là, vous le savez, c'est votre métier. Ce que vous dites. Vous savez, il y a 5 ans, on disait que ça deviendrait plus sec dans ces régions. Non, mais si vous voulez, encore une fois, vous pouvez. Non, mais attendez, vous pouvez avoir. Et vous le savez bien, c'est votre métier. Vous pouvez avoir des phénomènes météorologiques exceptionnels, importants, avec des fréquences du type de ce qu'on a en ce moment, et en même temps un phénomène sur le long terme, avec des évolutions sur... Vous voyez, soyons clairs et soyons sérieux. Vous avez aujourd'hui une ligne de feu de Dakar à Islamabad. Tous les pays sont déstabilisés sur la zone. C'est pas uniquement des causes politiques, c'est pas uniquement des causes religieuses, c'est l'effondrement des agricultures de l'ensemble de cette zone-là. Et vous voyez que vous avez là des phénomènes de l'actualité qu'il faut prendre, qu'il faut écouter avec humilité. Qu'on retrouve d'ailleurs dans le, pardonnez-moi, dans le hors-série que vous avez publié, Michel Hervoy. Mais moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait une approximation, je veux dire que le GIEC ne prévoit pas exactement ce qui va se passer, c'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est l'enclenchement des phénomènes, et c'est de pouvoir se dire, eh bien, faisons en tout cas comme si ça allait arriver, même si la catastrophe de la Côte d'Azur n'est pas liée au réchauffement. On est incapable de le dire. On est sur du court terme. Statistiquement. Mais en tout cas, ça fait partie des risques qui peuvent nous tomber dessus. Eh bien, organisons-nous, que ce soit le réchauffement ou que ce ne soit pas le réchauffement, pour vivre au mieux, pour mieux respirer, pour mieux... la parole, et au moins ça. un moment en guise de conclusion, chacun et chacune, pour que vous me disiez qu'est-ce que vous attendez précisément de ce moment important, de cette COP 21, Philippe Verdier. Dans le livre, j'explique que c'est une conférence de trop. Au bout de 20 ans que ces conférences n'ont abouti à rien, il y a d'autres solutions en reconnaissant qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il y a des leviers d'action. On le sait très bien, les gouvernements n'ont pas d'argent. Quand j'entends François Hollande qui est prêt à quasiment doubler la contribution de la France pour le fonds vert, je pense que ça intéresse les contribuables parce qu'on a du mal à réunir l'argent d'autres pays. La France, dit-il, doit se montrer exemplaire. Ça coûte de l'argent et ça va coûter chaque année de l'argent aux contribuables. Est-ce que ce sont vraiment des priorités environnementales quand on sait qu'on n'est pas du tout prêt à affronter un séisme ou un tsunami en Méditerranée? La Cour des comptes le dénonce, j'en parle dans le livre. Moi, ce que j'attends de la COP 21, c'est pas grand-chose. Il y a des solutions qui sont autres au niveau des villes, des entreprises, à condition qu'elles ne fassent pas de greenwashing, et des individus. Ceux-là qui sont les meilleurs leviers, pas la COP. Même question, Daniel Simonet. Écoutez, j'ai vraiment le sentiment qu'au niveau de la COP 21, on a des gouvernements qui sont tellement de mèches avec des grosses entreprises qui sont responsables de ce développement qui nous met en danger, qui sont d'ailleurs, comme Bolloré par exemple, les sponsors de l'événement, alors que Bolloré est responsable dans la surexploitation de l'huile de palme. Donc hélas, je pense qu'il n'y a rien à en attendre parce qu'ils ne vont pas se mettre, ils ne vont pas s'engager. Attendez, ils ne vont pas s'engager sur des objectifs chiffrés, contraignants. Or, il faudrait par exemple concrètement avoir un engagement pour laisser 80% des énergies carbonées sous terre. Pas de procès d'intention. Pierre Radane. Moi, je vais être de l'avis contraire. Il y a 150 pays qui ont rendu leur copie sur 195 pays de la planète, qui disent on veut aller vers un nouveau mode de développement. Il n'y a aucun contrôle pour que ce soit le cas. Mais non, c'est pas un problème de contrôle. C'est pas un problème de contrôle. Est-ce que dans l'histoire, vous, journalistes, vous avez connaissance d'un moment où l'ensemble des pays de la planète disent on veut aller tous dans le même sens vers un nouveau mode de développement? Ça n'est jamais arrivé. C'est la première. C'est une bonne intention, ça ne rime à rien. Merci beaucoup. Ça ne rime à rien. Je vais montrer de nouveau ce magnifique hors-série, voilà, à découvrir, Ouest France. Merci à vous. Qui sort mardi et qui sera y compris dans les gares parisiennes. Exactement. Restez avec nous. On va plus loin.